l'albuminémie est inférieure à 35 grammes par litre, la mortalité augmente. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours coupler ce dosage d'albumine à la CRP. Toujours, le bilan inflammatoire doit être associé, comme par exemple une langue rouge ou fissurée qui signe une carence en vitamine B2, B3 et en fer, et des qu'on a à notre portée. C'est un outil qui détermine l'hyperhydratation et la composition corporelle. Il assiste le médecin pour le suivi de paramètres cliniques tels que la quantification de l'état d'hydratation, surtout le statut nutritionnel du patient, à savoir la masse maigre sèche et la masse du tissu graisseux. L'absorption systématiquement et une évaluation de l'état nutritionnel doit être effectuée sur la base de l'ensemble des données collectées. Un dépistage précoce d'un état de dénutrition chez les patients dialysés est impératif afin de proposer une prise en charge adaptée et multidisciplinaire par le néphrologue, le médecin nutritionniste et le diététicien dans les perspectives d'améliorer la mortalité. Je vous laisse y penser et je vous remercie. L'albumine glyquée, dans ce cas, je vais résumer tout ça rapidement, qui passe. Dans ce cas, avant d'utiliser la glycémie agale, actuellement on a deux. Soit on utilise l'hémoglobine glyquée, soit l'albumine glyquée. Mais si le maladie rénale chronique, c'est un problème. Parce que si on utilise l'hémoglobine glyquée, c'est des malades qui présentent une anémie. Si on utilise l'albumine glyquée, c'est des malades qui sont dénitrés. Dans ce cas, pour moi, je vais baser sur quoi? Dans ce cas, pour l'hémoglobine, c'est très simple, c'est le taux d'urine, d'accord? Mais il dépend de l'hématocrite et la dérive de l'hémoglobine. Par contre, pour l'albumine glyquée, généralement, on représente 90% de la transamine formée par réaction non enzymatique entre le fructose et une amine. Elle reflète le contrôle glycémique de 2 à 3 semaines, susceptible d'avoir une hypoalbuminémie sévère, un syndrome néphrotique et un dosage non stabilisé. Donc, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on choisit en tant que néphrologue? Il intervient notamment dans l'insuffisance rénale de façon efficace dans l'équilibre acido-basique. Parce que quand même le pH normal en moyenne, il est souvent entre 5 et 6. Est-ce qu'il est efficace? C'est juste une curiosité parce que vous êtes biologiste. C'est-à-dire, est-ce qu'il est sous forme de sel? L'acide fer et un pK qui est supérieur à 5. Donc il doit intervenir, mais dans la physiologie, non. Est-ce que dans la physiopathe... il ne va pas être comme étant un effet protecteur, non. D'accord, très bien. La deuxième question, on disait d'antan que l'acide urique, quand il était élevé dans le sang, chez le dialysé, je parle, qu'il n'y a pas de manifestation de goutte, il ne fallait surtout pas traiter parce que c'est les variations du taux qui fait les manifestations cliniques de la goutte. Est-ce que c'est d'actualité ou dépassé, à votre avis? Non, oui, jusqu'à présent, rien n'est tranché. Et d'autant plus que je vous ai dit que quand l'acide urique est élevé dans le plasma, il est plutôt protecteur. C'est ça. C'est son élévation à l'intérieur de la cellule qui est néfaste. Alors, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Comme c'est un petit poids moléculaire, est-ce qu'il y a isoconcentration entre l'extra et l'intracellulaire? Bien sûr. Il y en a tellement de transporteurs. Donc, quel que soit X, c'est équilibré. Oui, c'est équilibré. Il est autant l'un que Quand il y a l'autre, beaucoup, que le il contraire. va passer systématiquement. Donc, il va être antioxydant et pro-oxydant. Donc, quelle que soit la quantité. Mais pour le traitement, jusqu'à présent, rien ne tranche. Alors, l'acide urique, bilan biologique. Il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, les gens n'ont pas le réflexe de la soif. Oui, effectivement. Les gens âgés. Et on était chez nous, les gens ont une tendance à la déshydratation et le meilleur réflexe, c'est l'acide urique élevé. Alors, il faut mettre un peu les gens en garde que l'acide urique, dans la consultation courante, notamment des personnes âgées, peut-être même moins âgées, que c'est un repère par rapport à l'hydratation. Il ne faut jamais l'oublier, c'est la première cause. C'est des rappels simples. Et ensuite, la dernière curiosité,
la maladie, je me rappelle de l'échignon. Oui, c'est un déficit. Pourquoi elle est automutilante? Quel est le mécanisme probablement sur le cerveau? Si en fait, si vous avez quelques connaissances, c'est une curiosité. Non, non, c'est... ça C'est remonte pas à un piège, loin, au c'est des contraire, trucs c'est une qu'on ne curiosité. voit pas réellement en pratique, donc j'ai un peu oublié. Mais comme c'est des déficits, c'est des mutations oui, génétiques, donc c'est absolument. un petit peu... Absolument. je ne pourrais pas vous répondre directement. Et c'est l'acidure Voilà. qui est bas. Probablement, il y a une action un peu bizarre dans le cerveau. Parce que c'est des gens qui S'automutilent, effectivement. notamment les doigts. Oui. Il intervient notamment dans l'insuffisance rénale de façon efficace dans l'équilibre acido-basique. Parce que quand même le pH normal en moyenne, il est souvent entre 5 et 6. Est-ce qu'il est efficace? C'est juste une curiosité parce que vous êtes biologiste. C'est-à-dire, est-ce qu'il est Parce sous que forme de sel? l'acide Quand il est sous forme de sel, et un pH qui est supérieur à 5. Donc il doit intervenir, mais dans la physiologie, non. Est-ce que dans la physiopathe... c'est-à-dire, il ne va pas être comme étant un négligeable. effet protecteur, non. D'accord, très bien. La deuxième question, on disait d'antan que l'acide urique, quand il était élevé dans le sang, chez le dialysé, je parle, qu'il n'y a pas de manifestation de gouttes, il ne fallait surtout pas traiter parce que c'est les variations du taux qui fait les manifestations cliniques de la goutte. Est-ce que c'est d'actualité ou dépassé, à votre avis? Non, non, oui, jusqu'à présent, rien n'est tranché. Et d'autant plus, je vous ai dit que quand l'acide urique est élevé dans le plasma, il est plutôt protecteur. C'est ça. C'est son élévation à l'intérieur de la cellule qui est néfaste. Alors, ça me Donc, permet jusqu'à- de rebondir sur la question suivante. Comme c'est un petit poids moléculaire, est-ce qu'il y a isoconcentration entre l'extra et l'intracellulaire? Bien sûr. Il y Bien en sûr. a tellement de transporteurs. Donc, quel que soit X, c'est équilibré. Oui, c'est Il équilibré. est autant l'un que Quand il y a l'autre, beaucoup, que il le va passer, contraire. systématiquement. Donc, il va être antioxydant et Voilà. pro-oxydant. Donc, quelle que soit Oui. la quantité. Mais pour le traitement, jusqu'à présent, rien n'est tranché. Alors, l'acide urique, bilan biologique. Il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, les gens n'ont pas le réflexe de la soif. Oui, Les effectivement. gens âgés. Et on était chez nous, les gens ont une tendance à la déshydratation et le meilleur reflet, c'est l'acide urique élevé. Alors, il faut mettre un peu les gens en garde que l'acide urique, dans la consultation courante, notamment des personnes âgées, peut-être même moins âgées, que c'est un repère par rapport à l'hydratation. Il ne faut Effectivement. jamais l'oublier. Effectivement. C'est la première cause. Effectivement. C'est des rappels simples. Et ensuite, la dernière curiosité, la maladie, je me rappelle de l'échignon. Oui, c'est un déficit. Pourquoi elle est automutilante? Quel est le mécanisme probablement sur le cerveau? Si en fait, si vous avez quelques connaissances, c'est une curiosité. Non, non, c'est... voilà. Ça C'est remonte pas un à piège, loin, au c'est des contraire, trucs c'est une qu'on ne curiosité. voit pas réellement en pratique, donc j'ai un peu oublié. Mais comme c'est des déficits, c'est des mutations oui, génétiques, donc c'est un absolument. petit peu... Absolument. je ne pourrais pas vous répondre directement. Et c'est l'acide urique Voilà. qui est bas. Probablement, il y a une action un peu bizarre dans le cerveau. Parce que c'est des gens qui S'automutilent, effectivement. notamment les doigts. Oui. Maladie rénale chronique dialysée, on n'a pas mis le sensé, on est des néphrologues, automatiquement le sensé de travail, actuellement on travaille sur le registre des maladies rénales chroniques en Algérie, et il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à droite à gauche pour faire la prévalence, mais c'est très très compliqué parce que le problème qui se pose, en toute sincérité, nous les néphrologues, c'est pas pour les néphrologues, tous les spécialistes ne travaillent pas pour l'opération. Chacun travaille pour son compte. Parce que pour avoir sur la prévalence exacte de l'insuffisance chronique en Algérie, on doit travailler pour l'opération. On doit travailler parce que... Comment? Un registre. Oui, je parle du registre. Parce qu'on a commencé à travailler sur le registre. Oui, mais on l'a pas. Mais ça n'a pas terminé parce que tout le monde C'est s'est très bien mené. Nous, on n'est pas touché dedans. Pardon, on l'a pas développé. Pardon. En 2019, c'est M. Ryan qui l'a présenté sur l'hépatite C en dialyse et dans toute l'Algérie. C'était la première fois, c'était des résultats du registre qui devait commencer. Mais malheureusement, après le Hirak, etc., peut-être l'effet négatif du Hirak, le data a été cassé. Par lorsque je vois demander un néphrologue qui met syndrome de Raynaud comme étiologie d'insuffisance chronique, C'était- pour moi c'est de la folie. Parce que
ça. Des gens qui mettent syndrome de Raynaud et toulouse du maladie chronique. Aucun sens. Parce que, quand même, Bon, ça, c'est les effets un peu et nos ouvriers, collatéraux. Et le problème, M. Benabadi, si j'ai bien compris, bon, c'est pour un peu commenter, hein, c'est pas des questions. Le problème, nous avons officiellement, c'est ce qui se dit, et j'espère que je ne vais pas être contredit. C'est mon avocat. L'incidence en Algérie, elle est à peu près de 100, 110, 120. Alors que les pays à fort développement médical arrivent jusqu'à 400. Oui. Ça veut dire qu'il y a un déficit de diagnostic, pas seulement de data. Il y a des gens, peut-être dans les coins reculés, et pas seulement dans les coins reculés, qui meurent sans savoir qu'ils ont une insuffisance rénale, et on le sait très bien. Mais c'est très absurde. Pardon. Et en plus, les gens qui arrivent en urgence et qui meurent ne sont pas enregistrés. Le problème, donc, il faut. La manière de travailler est aussi importante, pas seulement avoir un data, il peut être vide, hein, il peut être bidon, hein. Mais c'est très difficile parce que ça remet en cause la qualité, pas de la néphrologie, mais de toute la médecine, l'épidémiologie, comment. Et les malades ne sont pas tous dépistés, comme il y a des cancers qui sont dépistés du côlon au moment où ils sont en métastase. Donc, c'est le niveau de notre médecine. Ce n'est pas le problème du data. Il faut des registres. Et il faut, non, pardon. Avant ça, il faut des dépistages. Mondial, on a un prévalent de Pardon, 11% il y a d'algérie encore. chronique. Et un seul qui arrive pour la population On a mis plus de avec 20 une ans. population de 45 millions d'habitants, normalement, on a 4500 nouveaux patients par an. C'est clair. C'est du modèle théorique. Oui, On et peut de la normalement, réalité. Mais ça si peut vous 3 avez 000. compris les chiffres de 36 000, c'est pas 36 000 qui a de diagnostic officiellement en Algérie. C'est 26 000, 27 000. Tiens, moi, le débat Mais continue dans 26 000, le... pour moi, c'est une. Le débat continue. sous-estimation. Parce qu'avec Monsieur Boutelfas, 45 000 Monsieur Boutelfas, le débat Merci, monsieur continue. Boutelfas. Je suis pas un docteur chronique. Le risque qu'il meure de complications cardiovasculaires est beaucoup plus important que le risque de développer une insuffisance rénale terminale et atterrir en Bien sûr, dialyse. il meurt avant. Donc on les perd avant. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est comme ça que. Je ne suis pas obligé de tout dire. Il faut comprendre les choses parce qu'il y a des écoles qui ont envie de froisser. Les choses fondamentales. Tout existe. Tout le bilan existe, les données existent, tout existe. Quand vous avez un malade, vous le dialysez, c'est le ministère et le signale le ministère. Tout est signalé le jour même. زيد لك حاجة. IMC tout courant. Si vous dialysez, منين يخرج الماتيريال؟ بعد IMC. Toutes les données existent. C'est le grand secret. On dit qu'elles existent dans la nature. On dialyse. Tout est secret. Voilà, bon pour le secret. Tout existe. Bon ben, voilà. Merci, monsieur Benabadi. Une question pour docteur. Vous attendez? L'hyperleucémie à 105 par exemple, qui n'est pas symptomatique, est-ce que vous traitez? Bon, 105, on a pratiquement des patients avec Par la diététique, je voulais savoir, est-ce que vous commencez d'abord par la diététique sur le plan pratique? Et puis donc vous passez au traitement spécifique. Donc, lorsque le patient est asymptomatique, donc le traitement médicamenteux n'est pas instauré, nous préconisons d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Et quand je dis hygiéno-diététique, également donc la perte pondérale, c'est-à-dire que là, c'est aussi les facteurs tous les autres facteurs de risque doivent être également, c'est-à-dire que le diabète, l'hypertension artérielle doivent être maîtrisés, mais sinon le traitement médicamenteux, on temporise les effets secondaires des thérapeutiques, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Par contre, les mesures diététiques et la réduction pondérale, ça c'est une arme qui, dans ces cas, les patients asymptomatiques, il faut favoriser. Voilà, donc c'est l'éducation thérapeutique axée sur les règles hygiéno-diététiques. Comme vous le savez, c'est impossible de biopsier. Donc la question que je vous pose, quelles sont vos indications de biopsie rénale chez les malades qui sont diabétiques et qui ont une insuffisance rénale? Lesquelles je vais adresser? Mais sur le plan pratique. Une patient diabétique qui a une protéinée importante avec une apparition récente de son diabète, c'est une indication sans présence de nématérée ou
compte ici petit bilan. Ça, c'est une indication. Si le patient, parce que le patient diabétique, il a le droit d'être, parce que si une femme, elle peut être diabétique en même temps, présente des puces. Dans ce cas, si on trouve c'est une évolution anormale de son diabète, surtout la protéine, dans ce cas, il y a une indication de. Vous avez une vitesse de progression, un seuil de protéinurie, Oui. vous les avez. Comment? Est-ce que vous avez des seuils Oui, la protéine, c'est du globulaire. dématurés, est-ce qu'elle constitue un motif de biopsie? Chez un diabétique, Oui. oui, c'est un motif de faire la biopsie chez le diabétique. Mais c'est surtout, c'est au début, si on constate la présence des matériels. Donc, chez le diabétique, on est obligé de faire les biopsies rénales. Mais c'est très rare qu'on fait la biopsie rénale chez le diabétique. Parce que la plupart des temps, mais c'est une nouvelle recommandation. On n'a pas le droit de dire les néphropathie diabétiques sont très histologiques. Sur le registre français, On dit maladie rénale chronique du diabète. Mais c'est très simple. Ils ont proposé maladie rénale chronique du diabète. C'est ça. C'est pas, on ne dit pas néphropathie diabétique, enfin, ils oui, prennent c'est sémantique, c'est sémantique. Oui. Ça n'a pas d'intérêt pratique. Voilà, c'est la société française. La vérité et la réalité. La théorie, la Néphrologie, même la société française de diabétologie dit qu'on dit maladie rénale chronique du diabète. On ne dit pas néphropathie diabétique, on n'a pas d'autre avis histologique. Oui, professeur Hamoud. Je voulais qu'à vous présenter la néphropathie diabétique. Elle a une réputation. Un tiers, 2 tiers. Un tiers font la complication rénale et heureusement les 2 tiers ne font pas la complication rénale. Est-ce qu'il y a eu une avancée dans la compréhension? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que... Oui, parce que il y a des facteurs modifiables qu'on peut agir. Oui. Il y a des gens qui peuvent faire. Oui, mais est-ce que l'énigme a été avancée? Décortiqué, non. Parce qu'il y a des propositions, il y a des recommandations, mais pour... Pas des recommandations, dans le mécanisme de compréhension. Le code n'a pas été décrypté. Le décryptage pour expliquer bien la néphropathie diabétique ou l'évolution de cette néphropathie diabétique n'est pas encore atteint. Pourquoi certains la font et Parce d'autres la font? qu'il y a beaucoup de disciplines. Est-ce que c'est de l'inné? Est-ce que c'est de l'acquis? Est-ce que c'est les deux? Un peu comme le sel. Comment? Je pensais qu'en 2024, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé, parce qu'activement, parce que les laboratoires pharmaceutiques, ils jouent sur les essais cliniques. Pour faire passer la produit pharmaceutique, c'est clair. Non, mais dans le mécanisme de compréhension. De compréhension, parce que la de plupart conduite du temps, atonienne. ils disent Bon, que ça, c'est pour il les- y a des facteurs qu'on peut. Oui, C'est des facteurs modifiables, mais la plupart du temps, il pas qu'il y a des familles qui peuvent développer une néphropathie diabétique en comparant avec une autre famille, parce que c'est des facteurs génétiques. Et la deuxième question, j'en profite avant d'oublier. Il y a le problème du diabète. Becquerel, on disait diabète un peu comme l'insuffisance rénale. Maintenant, on dit maladie rénale chronique. Il y a un continuum en réalité entre l'intolérance au diabète et la décompensation, c'est le diabète quand la glycémie monte. Alors qu'on est dans une phase très longue, plus ou moins longue, où ce n'est pas dépisté comme l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il ne faut pas commencer les traitements? Comment faire le dépistage pour limiter tout ça? En 2024, qu'est-ce qu'on en pense? on est un trait de diabète, c'est ça? Oui, l'intolérance C'est vrai, aussi. vous parlez, c'est des malades qui ont une intolérance au glucose. D'autant plus que l'hémoglobine A1C, maintenant j'ai lu quelque part, enfin plusieurs fois, que ce n'est plus en réalité un marqueur fiable ou indiscutable. C'est pas un marqueur fiable. Non, mais alors qu'il a été considéré comme un gold repère, quoi. Oui. Il y a des malades à risque. Parce que c'est des malades à risque, on doit commencer chez eux. Non, c'est pas à risque. L'intolérance commence comme la maladie rénale chronique. Bien avant, et l'apothéose, malheureusement, dans le sens contraire, c'est la décompensation, pas de l'urémie, mais l'utilisation de la des antibiotiques oraux, c'est malade. Bon, magnifique. Et la dernière question, les SGLT2, est-ce que ça ne devrait pas être un traitement de première ligne, d'autant plus qu'il est néphroprotecteur et cardioprotecteur. Les deux problèmes. En première intention dans le pays, En première intention. oui, en première intention, parce qu'il a un effet, il va régler la tension artérielle, il va régler la glycémie. Et en même temps, c'est un néphroprotecteur.
Il utilise première intention. Moi, ce que j'ai compris, des recommandations, c'est qu'il faut d'abord titrer les ARA2 ou les inhibiteurs. Exactement, c'est de vous arrivez à dose maximum tolérée, et c'est à ce moment-là, si la protéinurie est augmentée, vous recourez au... C'est pas de première intention, c'est de d'abord... Il y a des écoles qui utilisent en première intention, ça dépend. Parce que s'il y a des gens qui utilisent en dernière position, après l'utilisation des ARA du CEC, l'utilisation du centre moyen thérapeutique, ils passent à l'association des inhibiteurs de SLT2. Mais il y a des écoles qui utilisent en première intention. Pardon, mais est-ce que c'est un problème financier ou un problème de mécanisme de physiopathologie? Non, de physiopathologie, c'est pas de physiopathologie. Et la physiopathologie, comment ça va baisser quand même. Associé en première intention ou en dernière ligne? En dernière ligne, c'est-à-dire les associer les IEC ou les oui, d'accord. Donc pas en première intention. Alors qu'ils sont néphro et cardioprotecteurs. Pardon. Les grandes études qui ont été faites pour les ISGLT2 pourquoi pas dès le début? avec les IEC et ARA2. Oui, c'est sûr, on peut pas faire clair. On peut pas c'est faire autrement. Il faut des... Pour cette raison, parce qu'il nous faut ces produits. C'est pas que qu'ils ont été utilisés, c'est pas que les SGLT2, parce qu'ils ne sont pas disponibles en Algérie, qu'ils acquirent en première position. Parce que nous, en effort, on pense toujours ARA2 et IEC. Mais les autres, ils ne pensent pas comme nous. Les diabétologues, les internistes et les cardiologues, ils n'ont pas la même réflexion. Non, mais elles sont complémentaires. Non, je sais, mais ce n'est pas les mêmes réflexions. Parce que pour nous, c'est inhiber du système aldostérone et les autres, non. Pour eux, c'est baisser la tension artérielle, baisser la glycémie, c'est ça, c'est leur thérapeutique. Au théorique, à l'Internet, vous n'aurez jamais votre expérience du diabète. Quelles sont vos réalités du terrain? Comment vous voyez les malades, comment vous les avez reçus, les complications. C'est ce qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous ramener votre expérience du diabète à Belabès, qui est une région riche, où il y a beaucoup de diabétiques? Prochaine commande. Alors, on est pris des théoriciens, parce que chacun de nous travaille de façon. Pour ça, je parle que chacun de nous travaille de sa manière. On n'a pas des recommandations sur la solade pour dire que moi j'ai parlé des petites expériences parce que la plupart des patients qui sont chez le diabétique, le stade 4 et le stade 5. Je dis ça moi. Je commençais par ce stade 4 et le stade 5. On a fait des efforts pour éviter le maximum d'évolution vers le stade avancé de cette pathologie, mais pour vous dire que moi j'ai une grande expérience en matière de la prise en charge diabétique, c'est comme tous les services d'une néphrologie d'Algérie. C'est chacun il a son protocole thérapeutique ARA2 et IEC avec la mode des inhibiteurs des SGLT2, automatiquement c'est un travail un peu aléatoire. Merci, professeur Boutefas. Je suis un médecin généraliste au niveau du service, donc du CHU Tizi Ouzou, c'est le docteur Abdenouli, et qui a travaillé avec nous plus de 35 ans. Elle a travaillé plus, c'était plus en hémodialyse qu'en néphrologie clinique. Et on voudrait lui rendre hommage et on va appeler un de nos aînés ici, c'est le docteur Foudet, c'est le plus ancien néphrologue Tizi Ouzou, c'est notre maître. Donc on va l'appeler pour remettre le cadeau au docteur Abdenouli. Et des loyaux services pour la... Je vous remercie. Je remercie également le professeur Bedewi, l'équipe médicale, maître assistant résident interne. Et je remercie également l'équipe paramédicale et le personnel de néphrologie. Je vous remercie infiniment.